Eh bien, je me tourne maintenant vers Joseph. Alors, Joseph, avant de commencer cette interview pour de bon, j'ai une question que je ne pose jamais d'habitude aux invités de l'émission, mais j'ai parcouru un peu votre site internet et j'ai compris qu'avant que vous rencontriez la presse, c'était quand même un préalable important. Vous êtes un peu éméché ou complètement bourré ce matin? Bah non, c'est le matin, on n'est pas dans un bar, donc ça va. Voilà, si vous voulez connaître l'explication, je vous invite à aller sur le blog de Joseph et vous comprendrez pourquoi je vous pose cette question. Bon, maintenant, on va faire dans le plus classique ou le plus sérieux. Ça vous est venu comment l'envie d'écrire, Joseph? Moi, j'ai pas de souvenir réel vraiment. Après, moi, j'ai tendance à dire que ça a été pas mal le rap dans les années 90. Avec ses proses, etc., qui m'ont donné envie d'écrire, quoi. Après, la particularité, c'est que j'ai eu envie d'écrire, pas pour chanter, mais vraiment pour écrire, contrairement à pas mal de potes de l'époque, quoi. Et puis voilà, quoi. Mais je pense qu'il y a d'autres choses qui sont à l'origine de l'écriture. D'autres choses sont aussi arrivées au fur et à mesure de l'écriture. Ouais. Et voilà, c'est quelque chose qui s'alimente constamment. De toute façon, l'écriture, je pense que Jean-Jacques pourra... Voilà. Oui, enfin, je pense que vous pouvez en parler savamment aussi, parce que est-ce que vous avez été un grand lecteur quand vous étiez enfant? À certains âges, oui. Après, voilà, quand j'étais un petit con entre mes 12 et 16 ans, non, pas trop, quoi. Voilà. Ceci dit, si, ça m'arrivait quand je prenais les transports en commun. Comme je suis originaire de région parisienne et qu'on prenait beaucoup les transports en commun pour se déplacer d'un point A à un point B, on s'occupait, quoi, dans les transports en commun. D'où la lecture, voilà. Mais si, en fait, oui, si, j'ai pas mal lu à cet âge-là aussi, quoi. Oui, parce que là, vous avez quand même un style. Là, bon, c'est pas quelque chose qui arrive avec abrupto, quoi. Ça descend pas du ciel. Quand on a un style aussi fort que le vôtre, hein, vous avez une idée de la façon dont, quand vous avez commencé à écrire, est-ce que voilà, comment ça a fonctionné dans votre tête, là? On va pas faire de la psychanalyse de bazar, hein, mais si, pourquoi pas. Enfin, mais non, si, ouais, je vois à peu près l'idée qu'il y a derrière la question. Mais oui, bien sûr, écrire, c'est aussi une sorte de régulateur à la colère, à la rage. À tout ce qui va pas dans la vie. En tout cas, pour moi, c'est ça l'écriture, en grande partie. Voilà. Ouais. Alors, vous avez publié il n'y a pas très longtemps La Guerre du Poil, et puis vous venez de publier, nous sommes là pour en parler, Le Château de nos Pères, il y a quelques mois. Alors, avant d'écrire des choses qui sont plutôt des romans, donc vous étiez plutôt dans le genre article, essai, pamphlet, voire poésie, voire les quatre en même temps. Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer de style et de passer à des choses qui ressemblent plus quand même à des romans? Tu vois, je me suis pas réveillé un matin en me disant tiens, je vais faire un roman, quoi. C'est, je sais pas, j'ai l'écriture compulsive, soit le matin avant de partir travailler et que mes mômes dorment encore, soit le soir si je suis pas trop rétamé, je peux encore écrire, voilà. Donc j'écris et puis parfois il y a des choses qui prennent, qui se raccordent. Et bon, pour le Château de nos Pères, il y a eu de ça, quoi. Il y a eu pas mal de petits morceaux de texte, quoi, qui semblaient pouvoir se mettre bout à bout pour faire un récit, quoi. Voilà. Le titre, Le Château de nos Pères, c'est une référence décalée, voire très décalée à Marcel Pagnol. Ouais, c'est entre le clin d'œil et puis la carte postale un peu d'un monde un peu rose où les criquets feraient l'animation, quoi. C'est un truc qui me fait un peu vomir, quoi, de dire qu'on vit dans un monde merveilleux, quoi. Alors j'aime bien le style de Marcel Pagnol, quoi, mais je trouve ça un peu rose bonbon, quoi. Donc j'avais envie de faire remonter un peu la merde, quoi. Ah oui, là on n'est pas dans le rose bonbon, hein, voilà. la couverture est noire et blanche et le contenu pareil, hein. Voilà. À la fin c'est un peu rose, quand même. Ouais, à la fin c'est vrai que ça va bien la fin aussi, hein. Alors donc vous présentez Le Château de nos Pères comme un roman, hein, parce qu'il faut bien pour le futur lecteur le ranger dans une quelconque catégorie, mais bon, il pourrait parfaitement relever d'une bonne demi-douzaine d'autres genres littéraires, hein. C'est un conte, c'est une fable, c'est une épopée, il y a tout là-dedans. Ouais, encore une fois, j'ai pas fait exprès, hein, ça s'est imposé de soi-même comme ça, voilà. Puis c'était aussi les personnes à qui je pensais m'adresser en l'écrivant, qui ont peut-être imposé ce style, son tonus aussi.
et ainsi de suite. Alors, la liste des personnages est plutôt inattendue quand même. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns, là, comme ça, en vrac? Alors, moi j'ai un peu du mal à parler de façon complètement fermée de ce que je peux écrire. Alors, moi, ce que je peux répéter, en fait, ce que des lecteurs m'ont renvoyé là-dessus. Alors, de façon générale, tous les lecteurs trouvent surprenant qu'il n'y ait pas de héros dans l'histoire, qu'il n'y ait pas un personnage principal qui soit héroïque. Karl est un personnage un peu central quand même. Karl est un personnage central, mais il a quand même la particularité d'être quelqu'un à qui on a envie de foutre des coups de pied au cul tellement il est mou, alors que tout bouge autour de lui et qu'il est réellement mou, quoi. C'est un paquet de semoule. Donc voilà, donc il y a pas de personnage principal. Après, il va y avoir des personnages qui peuvent toucher plus les uns et les autres selon leur sensibilité. Ouais. Par exemple, le personnage de Lucie touche beaucoup de femmes, touche beaucoup de copains aussi, d'ailleurs. Le personnage de Salah a été aussi considéré comme étant, par certains, le personnage principal, alors qu'il n'est pas fréquent, il n'est pas tout le temps dans le récit, quoi. Sinon, après, il y a des personnages caricaturaux comme l'imam du quartier, Abdallah, et le facho de service, et on va dire les choses proprement, et l'élu d'extrême droite qui est élu au conseil municipal de la dite ville. On est volontiers politiquement incorrect ici, donc on peut dire le facho de service, ça ne froissera personne. Moi, j'ai peur avec les nouvelles lois, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Voilà, alors, peut-être pour donner une idée quand même des personnages, voilà, je lis une partie de la 4e de couve. Karl, père célibataire multirécidiviste. Sa voisine, enseignante et simulatrice d'orgasme, Lucie. Martinez, conseiller municipal d'extrême droite, entretenant une relation amoureuse et homosexuelle avec l'imam du quartier. Un vieil Ukrainien apatride croisera un flic antillais et un flic amateur de prostituées. L'incontournable restaurateur vietnamien, le psychiatre russe, le syndicaliste, les Chibani de l'ancienne cellule FLN, une famille juive et puis des Basques et des gosses. Voilà, tous chahutent ensemble dans le château. Donc le château, c'est la cité. J'ai oublié quelque chose. Ouais, moi, c'est pas que tu as oublié quelque chose, c'est moi qui ai oublié quelque chose. Il y a le personnage de la vieille maman, quoi, Laïla, qui faisait partie de l'ancienne cellule FLN, qui est un personnage qui a vraiment touché la plupart des lecteurs. Ouais. C'est-à-dire que tous les lecteurs, quasiment, m'en ont parlé en étant touché par cette femme, quoi. Ouais, voilà. Parce que je pense que tout le monde a plus ou moins reconnu sa mère. Hein. On pourrait presque la reconnaître dans ce qu'a lu Marie-Françoise tout à l'heure. Là. Oui, bien sûr. Elle est tout à fait là-dedans. Bien sûr. Ouais. Alors bon, on a parlé des personnages. Il faudrait peut-être centrer un peu, enfin, dire aux auditeurs de quoi il s'agit. Donc l'action, ça se passe dans une banlieue un peu indéfinie, un peu sur le principe de l'effet aile de papillon. Hein. Alors avec un événement de départ qui est pas tout à fait anodin. Karl trouve une demi-tonne de cocaïne, elle rapporte chez lui dans son AX, et à partir de là, ça va complètement partir en vrille dans tous les sens. Voilà, c'est cet événement fondateur. Bon, presque par rapport au reste, on peut dire que c'est une banalité affligeante de trouver 500 kilos de cocaïne. Qu'est-ce que vous feriez, vous, Joseph, là, si vous mettiez la main sur 500 kilos de coke? Alors, déjà, je ne le mettrais pas dans une AX, quoi. C'est-à-dire, ça a été fait sciemment. J'ai été voir un garagiste, je lui ai dit combien une AX peut supporter de poids, et il m'a dit en riant 500 kilos, tu flingues tes essieux. Donc, j'ai mis 500 kilos. Voilà. Donc je le mettrais pas dans une AX, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je ferais avec 500 kilos de cocaïne? Mais j'en sais rien, moi. J'en sais rien. J'en sais rien. J'ai plein d'idées, mais on peut pas les dire, quoi. Voilà. Si, on peut. Alors bon, ces personnages du roman, ils se trouvent en permanence dans des situations extrêmes. Hein, donc je le dis, à partir de cet événement fondateur, là, tout dérape. Là, c'est absolument inouï. Moi, je trouve que là, vous avez des qualités d'imagination assez fantastiques. Parce que voilà, ça s'enchaîne, ça se construit, ça monte, ça descend, ça part dans tous les sens. Alors donc tous ces personnages, voilà, ils se trouvent tout le temps dans des situations extrêmes. Hein. Ça va jamais. Déjà en temps habituel, ça va jamais bien dans leur vie. Là, ça va extrêmement mal. Et est-ce que alors de se trouver dans des situations extrêmes, est-ce que c'est quelque chose qui les révèle un peu à eux-mêmes aussi et qui les révèle aux autres? Est-ce que ça peut être aussi une leçon de vie? Est-ce que chacun d'entre nous, quand on se trouve dans une situation extrême, on révèle vraiment ce qu'on est, c'est-à-dire bon, où on se laisse couler, où on essaie de surnager. Moi, je pense que
bon, nos individualités peuvent décider tout ce qu'elles veulent. Si elles ne sont pas dans un contexte qui permette qu'elles vivent ce qu'elles ont envie de vivre, elles ne peuvent pas, quoi. L'idée, effectivement, du récit, depuis sa première à sa dernière page, c'est de montrer que le contexte, quand le contexte habituel sur lequel on est résigné, quand ce contexte-là explose, nous aussi on peut exploser, on peut se rencontrer, on n'est plus soumis aux règles de la vie ordinaire. Bon, après, ça, c'est des choses qu'on voit. Moi, ça m'est arrivé d'être, par exemple, sur des piquets de grève, et effectivement, les rapports changent complètement entre ouvriers, avec les familles des ouvriers qui viennent aussi sur les piquets de grève. C'est quand la vie ordinaire change, nos rapports changent. Et en général, ils changent de façon bénéfique. Alors effectivement, ils s'en prennent plein la gueule tout au long du récit. Mais en même temps, ils gagnent quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu gagner en restant tout seul face à leur miroir, quoi. Ouais. Ça veut dire que ce que vous allez vous montrer, c'est qu'il faut essayer de sortir de la grisaille, hein. Bah, moi, je pense qu'il faut surtout faire péter le cadre dans lequel on pourrit, quoi. La réalité dans laquelle on évolue, c'est une sorte de fausse sceptique où nos vies, c'est complètement érodé par l'acidité de la stupidité des règles, des obligations qui nous environnent, et qui plus est, ça n'a aucun sens, puisqu'on le voit, on est dans une civilisation qui est en train de crever, qui est en train d'agonir, elle s'en sortira pas. Faudrait vraiment être un grave malade mental pour dire qu'on s'en sortira pas. Donc la vraie question, c'est de se dire, voilà, quand est-ce que ça va s'arrêter, et quand est-ce qu'on va pouvoir réellement commencer à vivre ensemble, se découvrir, être curieux, être amoureux pour de vrai, pas comme on voit à la télé, voilà. et etc., etc. Voilà. Je pense que mon propos, il est réellement là, en fait, hein. Alors moi, c'est un roman comme je l'aime bien, parce qu'en fait il y a plein de niveaux de lecture, hein. On peut le lire au premier degré, hein, là, c'est une espèce de jouissance de situations qui sont complètement foutraques, là, vraiment dans le plaisir de l'écriture, là, voilà, votre écriture, on a l'impression que c'est taillé à la serpe dans la viande rouge, c'est tout à fait le sentiment que j'ai eu quand je vous ai lu. Alors, et puis après, bon, le lecteur peut aussi gratter un peu derrière certains stéréotypes un peu outranciers, là, que vous mettez en scène. Et puis bon, on peut, alors il gratte là derrière, bon, des fois que lui s'y retrouverait aussi, et puis on peut aussi en faire une lecture politique. Alors vous avez voulu à la fois donner du plaisir et peut-être aussi nous faire gamberger. Bon, peut-être gamberger, c'est aussi une forme de plaisir. Bah, la gamberge, j'y ai pas réfléchi, hein. Après, moi, je t'avoue, effectivement, quand je l'ai écrit, il y a eu des moments où je me suis pissé de rire dessus, quoi. Voilà. Et c'est bon. Là-dessus, je peux pas te répondre plus que ça, en fait. Voilà. S'il y a un truc politique dedans, j'ai pas fait exprès, c'est comme ça, mais enfin, c'est parce que je le ressens comme ça, c'est parce que j'évolue dans un milieu qui est comme ça aussi, et ainsi de suite. Voilà. Ouais. Alors, pour poser la question différemment, ça veut dire que Joseph, là, vous êtes un politique, un illuminé, un poète, ou les trois à la fois, ou aucun des trois? Moi, je sais pas, chacun choisit le tiroir où il veut me ranger, c'est son affaire, hein, c'est pas la mienne, hein. Moi, bon, tous les matins, je me lève, je vais bosser, j'ai mes mômes, quoi, j'écris pour pas péter un boulard, et puis voilà. Ouais. Et ça fonctionne? Bah, je suis encore vivant, t'as vu? Comment, bon, je sais que vous êtes souvent dans des endroits où c'est dans des librairies, des salons, des trucs comme ça, vous signez, vous rencontrez les lecteurs, vous signez le bouquin. Comment ça se passe avec les lecteurs? Quelles sont les réactions en général? J'imagine peu une réaction, comment dire, tiède par rapport à un bouquin comme ça. J'imagine que le lecteur, voilà, où il arrive, il vient vous baiser les pieds, ou alors il vous jette des cailloux, hein. Alors, jamais personne ne me baise les pieds, sinon c'est moi qui jette des cailloux, quoi. Non, je suis quelqu'un, je suis relativement simple, hein. Enfin, je sais pas, par exemple, tu parles des salons, bon, dans les salons, il y a des stands, les auteurs, les éditeurs, les visiteurs, tout le monde circule, il y a souvent une buvette aussi, ce qui est assez fatal. Donc, je sais pas, non, la plupart des lecteurs pensent pas que moi j'ai pu écrire ça, parce que ma dégaine, ma gueule, la façon de m'exprimer à l'oral, quoi, enfin comme je fais là, fait que c'est pas si mal que ça. Enfin, j'ai connu pire dans cette émission, hein. D'accord, bon, tu me rassures. Mais fait que la plupart des
des visiteurs, des lecteurs vont pas penser que c'est moi. Donc ils vont en général parler à quelqu'un qui a plus la gueule de l'emploi. Voilà. D'accord. Donc même des fois, j'amène un double qui est plus joli que moi. Voilà, donc ils pensent que tu es le balayeur de service. Ce qui m'arrange bien, parce que tu es assez mal à l'aise. Hein. C'est une angoisse terrible de dédicacer un livre. Hein. Je crois aussi. Oui, parce que là, en fait, quand on écrit quelque chose, on se cache un peu derrière. Hein, mais quand on rencontre directement le lecteur, là, il n'y a plus trop d'écran, quoi. Bah c'est surtout, moi je sais pas, il y a une question qui me vient systématiquement en dédicace, quoi. C'est le mec, il arrive. Toi t'es assis à la table, t'es en train de signer. Le mec, il arrive en face, il est debout. Alors des fois, il fait la gueule, des fois, il sourit. Et à chaque fois, je me pose cette question, mais qu'est-ce qu'il me veut ? Qu'est-ce qu'il me veut ? Voilà, tel est mon sentiment sur ces rencontres plus particulières que sont les dédicaces, quoi. Alors, 2 autres bouquins vont paraître cet été. Là, c'est Autopsie d'un bouffon et L'amant. Alors, dans le premier, qui paraît aux éditions Pommes de l'Europe, là, valait presque dire que vous mettez à poil devant le lecteur, mais je crois que en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. J'ai l'impression, j'en ai lu un extrait, j'ai l'impression que non seulement vous mettez à poil, mais vous enlevez aussi la peau et la viande qui va dessous. Est-ce que c'est un peu une clé, ça, pour comprendre en particulier le château de nos pères et même tout le reste, tout ce que vous écrivez? Peut-être, oui. Enfin, de toute façon, il y a une volonté de préciser la nature de la forge des autres écrits, quoi. Voilà, ça c'est sûr. Après, il va y avoir aussi un véritable amour pour les gens qui peuvent m'environner, mes voisins, mes collègues. Un amour, même si ce sont des ordures, hein. Certains sont vraiment des ordures, hein. Mais je les aime quand même parce qu'ils fonctionnent sur un logiciel comme le mien et voilà, c'est comme ça. Et donc dans Autopsie d'un bouffon, en fait, par contre, l'éditeur a voulu changer un peu le titre. Il a demandé à ce que ça s'appelle Et un très bel orage a fissuré le ciel. Voilà. Moi, je préférais L'Autopsie d'un bouffon. Ça arrive en sous-titre. Bon. Mais ouais. Pour vraiment revenir sur ce que mon propos précédent, c'est pour moi c'est aussi une déclaration d'amour à tous les gens qui ont rien à gagner parce que ils ont déjà tout perdu, quoi. Et voilà. Et c'est de dire, voilà, on n'est pas tout seul. Voilà. T'as l'impression que t'es tout seul à être dans la merde, etc. Peut-être que toi, t'as pas la capacité de formuler. Moi, je l'ai, je le fais. Voilà. Et d'ailleurs, la plus belle critique sur lecture manuscrit qui a été faite, c'est-à-dire que je fais toujours une lecture à l'oral. Quand je fais la correction. Ouais. Et là, il y a un ami qui s'appelle Eddy, qui est pas un très très grand lecteur, voilà, même pas du tout, je crois. Et il m'a dit, ce que tu dis, c'est ce qu'on vit, voilà. Et ça vraiment, ça c'est un truc qui m'a vraiment touché, quoi, réellement, voilà. Ouais, parce que je crois que c'est effectivement important. On dit que la littérature c'est la vie, mais enfin on le dit aussi du théâtre, du cinéma. Mais là effectivement, dans le château de nos pères et dans ce que j'ai pu lire de ce que tu as écrit, c'est effectivement la vie. Alors c'est pas toujours effectivement rose. On n'est pas dans un conte de Walt Disney. Hein. Des fois on est plutôt dans la tragédie grecque. Hein. Mais voilà, je crois que c'est peut-être ce qui parle effectivement au lecteur, parce que ça parle aux gens de leur vie de tous les jours. Ouais. Et si ça peut aussi un peu susciter un intérêt un peu différent vis-à-vis des quartiers populaires, de la classe ouvrière aussi, que ce qui est véhiculé par les médias qui s'adressent en général aux pavillonnaires, ça serait pas mal, voilà. Ça serait pas mal qu'on nous regarde un peu moins comme des bestiaux à abattre, quoi. Voilà, donc d'ici la fin de l'été va apparaître aussi L'amant. Hein. Alors L'amant, ce sont des poèmes, des nouvelles et des histoires courtes. C'est un recueil de textes érotiques. Ça paraîtra donc à la fin de l'été au Simorgue du Gard. Voilà pourquoi le choix des contes érotiques. Bon, L'amant, je veux dire, c'est une façon d'invoquer les mannes de Marguerite Duras ou... Eh ben non, pas du tout. Je trouvais le titre très beau. Bon, après, mon préfaceur a bien évidemment fait le rapprochement. Voilà. Non, la motivation de ce recueil de textes, ça va être plus un questionnement sur qu'est-ce qui reste de l'amour après les désillusions du couple, après toutes ces choses, quoi, après les désespérances amoureuses, affectives, après les erreurs, après les méchancetés aussi. Ouais. C'est poser la question, qu'est-ce qui reste et est-ce que j'ai encore le droit d'avoir envie d'aimer et d'être aimé, quoi. Enfin, en fait, ce qui reste, c'est l'espoir d'un recommencement, quelque part, non? Dans l'amant, non. Dans l'amant, non. Dans l'amant, non. D'ailleurs, en tout cas, sur l'extrait que j'ai lu... Oui, peut-être. Ouais. Mais ça reste en suspension. Ça reste un affect en suspension, quoi. Voilà.
Voilà, donc en attendant ces deux textes, en tout cas, j'invite les auditeurs à découvrir d'Urvance, le château de nos pères. C'est paru au Simor du Gard. Merci beaucoup, Joseph. Bon, d'abord, merci d'être venu et puis surtout, merci merci pour ce petit livre. Hein. C'est relativement court. Hein. Ça fait pas tout à fait 200 pages. Hein. Donc, c'est accessible même aux gens qui ne sont pas de grands lecteurs. Je vois que Cathy réclame déjà son exemplaire. Voilà, tu seras la première à faire circuler après dans toute la radio. Voilà, mais quoi, alors vous restez avec nous, hein, on va parler dans un instant avec Jean-Jacques Carrère de son ermite du Pic Saint-Loup, et vous verrez qu'il y a quand même un peu, je le disais avant l'émission, qu'il y a un peu de parenté dans vos inspirations, même si les styles et les lieux sont radicalement différents. Et les visages.